Bonsoir à tous, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je vois que vous êtes déjà très nombreux à être connectés parce que vous vouliez dire, eh oui, j'y étais à la conférence d'Al Azira, un saut quantique vers la conscience unifiée. Oui, vous allez pouvoir le dire et je vous en félicite. C'est beaucoup mieux que de regarder la télé, vous allez apprendre plein de choses. Donc, comme tout est parfait, bien qu'allons-nous voir ce soir dans un saut quantique vers la conscience unifiée. En fait, durant cette interview, Al Azira mettra en lumière les différentes étapes qui mènent vers la libération de l'expérience humaine par l'entrée progressive dans la conscience pure. C'est un retour à l'originel qui nous est proposé, un rendez-vous avec les maîtres de la création sur les plans de la haute spiritualité. Quel beau programme, n'est-ce pas? Et pourquoi Al Azira est là ce soir? Eh bien, parce que le 16 juillet 2010, un appel retentit d'outre-espace. Al Azira est tiré subitement de son sommeil et projeté littéralement dans une autre réalité. Il fait la rencontre à ce moment-là d'un guide prénommé Al-Zali et a, à ses côtés, le privilège d'explorer un monde fabuleux, empreint de joie, d'amour et de paix. Divers messages et enseignements lui sont alors transmis afin qu'il les diffuse à son tour. Depuis ce jour du 16 juillet 2010, Al Azira est devenu, par un concours de circonstances incroyablement bien orchestré par des forces supérieures, le messager de nos créateurs. Et ce soir, eh bien, nous avons la chance de l'avoir rien que pour nous pendant un petit peu plus d'une heure. Et je sais en plus que Al Azira se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci beaucoup à toi, Al Azira, d'être là parmi nous ce soir et bienvenue à l'Académie de la Nouvelle. Ben, écoute, merci Stéphanie, merci de m'avoir invité. Et extraordinaire cette présentation. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de moi là-dedans. Mais écoute, je suis vraiment très heureux d'être ici et de pouvoir justement enfin répondre aux questions en direct parce que j'ai souvent des questions qui me sont posées. Et bon, ben, au moins c'est en direct, c'est pas en différé. Je vais pouvoir vraiment répondre aux questions. J'ai tellement de choses à dire. Je vais parler d'ailleurs du symbole qu'il y a derrière moi tout à l'heure pour dire exactement c'est quoi ça signifie. Alors bon, on commence comment? Je parle de mon passé, je parle de ce que j'ai vécu, comment... veux-tu qu'on pose déjà tout de suite une question? Il n'y a pas de souci. Hein? C'est comme tu préfères. Comme je Peut-être que préfère. tu peux poser une question et le temps que les personnes répondent dans le chat, nous parler un petit peu de ton passé, pourquoi pas, oui. Ouais, OK, d'accord. Alors, c'est sûr qu'à quelque part, j'ai toujours un peu l'impression de me répéter parce que cette période de ma vie, je l'ai tellement racontée et racontée encore et encore. Mais il est vrai qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, beaucoup de gens encore ne me connaissent pas et qui ont quand même de l'intérêt à ce que je raconte, ce que j'ai vécu en fait. J'étais vraiment dans la société et je fonctionnais tant bien que mal dans la société, mais j'avais réussi vraiment à me cadrer dans la société. C'était vraiment métro, boulot, narco, dodo. J'étais vraiment comme tout le monde. J'avais la voiture, j'avais la maison, la conjointe, l'enfant. Tout était parfait, tout allait bien, malgré le fait qu'à quelque part, j'avais toujours cette sensation que il manquait quelque chose. Et je me levais le matin et je me disais, mais merde, c'est pas ça ma vie. Je passerai pas ma vie comme ça. Ça se peut pas. Tel un mort vivant, finalement. J'ai comme toujours eu cette sensation que j'avais autre chose à accomplir de ma vie, mais j'ai été longtemps à chercher. Hein. J'ai cherché dans la musique en tant qu'auteur, interprète, compositeur. J'ai cherché à gauche, j'ai cherché à droite. Et c'est à partir du moment, on dirait, où j'ai cessé de chercher qu'enfin ça s'est défini, que ça s'est présenté à moi. Alors, le 16 juillet 2010, j'ai eu cette première expérience dans un état, on va dire, de mi-sommeil, entre le moment où l'on s'endort et le moment où l'on est vraiment endormi.
Et c'est là que j'ai été transporté dans une autre réalité, on va dire, et que j'ai fait la rencontre d'un guide que tu as d'ailleurs présenté comme étant Al-Sali. Et il m'a donné des enseignements. Ça a duré pendant 3 mois de temps. À 6 reprises, j'ai été projeté, j'ai été amené dans cette autre réalité, cette réalité parallèle. J'ai été longtemps à me demander c'était quoi comme réalité parallèle, parce que c'était pas clair pour moi. Alors je me disais, est-ce que c'est une projection dans un futur possible? Est-ce que c'est une réalité qui existe, mais sur un autre plan, mais qui existe en temps réel, comme en même temps que l'on se parle? Al-Sali est déjà là-bas, il vit ses expériences et c'était pas clair. Et avec le deuxième livre, lors de ma deuxième connexion avec mon guide, là, ça s'est éclairci. Mais j'ai compris pourquoi il ne me l'a pas dit tout de suite. Parce que j'aurais eu de la difficulté à l'accepter. En fait, il m'a été présenté une réalité, on va dire, parfaite, qui correspond à mon idylle rêvée. Pour me donner un environnement qui était agréable pour moi, pour que je sois en mesure d'accepter et d'acquiescer les enseignements qu'il avait à me donner. Pas sûr que si j'avais été assis au beau milieu d'un vaisseau spatial avec tous les boutons, que j'aurais été disponible et disposé à entendre les enseignements. Bon, maintenant, de quelle façon ça s'est produit? Est-ce que j'étais dans une chambre? Est-ce que j'étais dans une salle? Il y a encore des petites choses qui ne sont pas claires. Parce que je me rappelle d'un fait, ça m'a pris du temps avant de prendre conscience de ça, mais je me rappelle d'un fait que j'étais un peu comme un hamster dans une boule qui tourne. Autrement dit, j'avais l'impression que j'avançais dans une réalité, mais avec du recul, je me suis rendu compte que je restais sur place et que c'était la réalité qui avançait vers moi. Et là, ça change tout. Il n'y a plus rien qui est pareil. Parce que le fait de prendre conscience de ça, tu dis, mais là, ça veut dire que j'ai vécu un peu de colère. J'ai vécu un peu de colère et je me suis dit, j'ai l'impression d'être un rat de laboratoire. J'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule. Parce que quand tu prends conscience que tu es une espèce d'hamster dans une boule et que tu avances pas, mais que c'est la réalité autour de toi qui est créée, tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? Mais j'ai compris le pourquoi. C'était vraiment simplement pour que je sois dans un encadrement, que je sois bien disposé à recevoir les enseignements. Et par la suite, on m'a expliqué, bon, dans quelle réalité j'étais et tout, mais j'ai été longtemps à me demander c'était quoi. En fait, qu'est-ce que l'on a fait? On a créé, on va dire virtuellement, une ligne directrice qui m'a amené vers mon idéal de vie. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, je suis le résultat de choix que j'ai fait dans ma vie. Ce que je suis est vraiment le résultat de ce que j'ai des choix que j'ai faits. Alors aujourd'hui, où je suis, dans l'instant présent, j'ai tout à fait la possibilité de changer de direction comme je le veux. Alors ici maintenant, j'ai peut-être 10 000 chemins que je peux choisir. 10 000 voies différentes qui vont m'amener vers mon idylle, vers mon rêve, vers ce que je souhaite. Et je choisis telle voie. Alors, ça veut dire que dans les 10 000, j'en sélectionne une. Alors maintenant, il y en a 9 999 qui s'écrasent, qui disparaissent. Et suite à cette nouvelle voie que j'ai choisie, 10 000 autres avenues se présentent. Et c'est ce que j'ai compris. On crée réellement notre réalité de par nos choix que l'on décide dans la vie. Alors, à quelque part, si on n'aime pas l'image que l'on voit de nous dans le miroir, eh bien, ça ne sert à rien de briser le miroir. Faisons simplement de nouveaux choix qui vont être plus en accord avec notre cœur, qui vont nous amener vers ce que l'on souhaite, vers notre rêve. Parce qu'en fait, en réalité, on est sur Terre pour quoi? Pour souffrir ou pour s'amuser? Moi, j'ai choisi de m'amuser. J'ai choisi d'avoir du plaisir et comme je te disais tout à l'heure, Stéphanie, je suis un épicurien, moi, je profite de la vie. Alors oui, j'aime manger, j'aime rire, j'aime rigoler, parce que c'est une chance inouïe
extraordinaire d'être ici sur Terre, d'avoir ce corps de chair qui nous permet de pouvoir expérimenter plein de sensations, que ce soit le goûter, la vue, bon, peu importe. Alors, on a cette chance inouïe de pouvoir être là dans un corps matériel, alors profitons-en au maximum. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le 16 juillet 2010, j'ai rencontré ce guide qui m'a fait visiter cette réalité parallèle qui a été créée, entre guillemets, de toutes pièces, mais qui, quand même, je dois le dire, est une réalité potentielle. C'est un futur possible. Si jamais mes décisions étaient vraiment en accord, en totalité avec le potentiel positif le plus à 100% de ma vie, je me retrouverais dans cette réalité qui m'a été présentée. Mais bon, étant un être humain et voulant parfois tout contrôler, ben, c'est pas sûr toujours qu'on va aller vers cette ultime perfection de notre réalité que l'on veut créer. Hein? Mais bon, laissons-nous porter et voilà. Donc, le 16 juillet 2010, j'ai rencontré ce guide qui m'a donné des enseignements, qui m'a amené à écrire le premier livre. Ensuite de ça, un certain temps a passé et une deuxième reconnexion. Et depuis ce temps-là, ben voilà, je suis ici, là, je me retrouve à donner une interview. Et avec du recul, je me rends compte du potentiel qui nous habite et qu'on n'a on ne peut pas s'imaginer à quel point ce que l'on peut faire de notre réalité, de notre vie. Si on m'avait dit avant que ça m'arrive, eh ben, tu vas faire telle chose, tu vas faire des conférences, tu vas faire des ateliers, tu vas faire des entrevues, tu vas te retrouver devant plein de gens à raconter ce que tu as vécu, j'aurais dit c'est impossible. Je ne peux pas faire ça parce que j'avais vraiment cette impression que je n'avais pas la capacité de ça. Et pourtant, elle était là. Elle était peut-être dormante en moi, mais elle était là. La preuve, c'est que je suis en train de le faire. Et j'ai un plaisir fou à le faire. J'ai un plaisir fou à le faire. Et bon, ben voilà. Une introduction. Et il y a quelqu'un qui demande, tous les éveillés sont-ils des êtres de lumière? OK, j'ai déjà posé la question, c'est quoi un éveillé? Déjà, en partant, il faut savoir, il faut définir c'est quoi un éveillé. Alors, moi, j'ai ma définition. Il faut définir aussi. Ben déjà, il faut savoir c'est quoi un être de lumière. Et un être éveillé, effectivement. C'est quoi un être de lumière? C'est quoi un être éveillé? Alors, la personne qui me pose la question, son information vient d'où? Est-ce que l'information d'éveillé et d'être de lumière vient de son moi réalisé? Elle a reçu cette information et elle a appris qu'il y avait des êtres de lumière ou qu'il y avait des êtres éveillés? Ou ça vient d'une information sur Internet ou de quelqu'un qui l'a écrit dans un livre? Avant, faut déjà voir d'où vient l'information. Et la personne qui a donné cette information donnait quel qualificatif à cette information? Parce que moi, j'ai ma définition d'un être éveillé et d'un être de lumière, tout comme toi, tu vas en avoir une définition et comme l'autre personne va en avoir une définition. Tu me rappelles, c'est quoi la question en fait? Alors, la question, c'était donc, tous les éveillés sont-ils des êtres de lumière? Ils peuvent être éveillés dans leur mission de vie. Et leur mission de vie, elle est laquelle? Tous les éveillés sont-ils des êtres de lumière? Déjà, en partant, c'est quoi un éveillé? OK, je vais vous donner ma définition d'un éveillé. Pour moi, un éveillé, c'est quelqu'un qui est même plus sur Terre. OK? Parce que s'il est réellement éveillé, il n'a plus besoin de vivre l'expérience matérielle humaine. On est ici à l'école. Et à partir du moment où on devient diplômé de la planète Terre, on n'a plus à être ici. Alors pour moi, il existe, pour moi, des êtres humains sur Terre éveillés, il n'en existe pas, hormis ceux qui viennent missionner pour une tâche spécifique. On peut et on va, et c'est souhaitable, vivre des périodes d'éveil. On va être touché par quelque chose d'extraordinaire et soudainement, on n'aura plus aucune question parce qu'on va ressentir, on est dans les réponses.
on va vivre des états d'éveil, mais d'être éveillé en totalité en étant sur Terre, au niveau vibratoire, c'est impossible. La Terre n'est même pas capable de supporter un être éveillé. Parce que l'être éveillé vibre sur une fréquence tellement extraordinaire que le monde de la matière, pour lui, serait parasitaire. Ça m'appartient. Hein? Je dis toujours, ne croyez pas ce que je vous dis, ressentez en vous la justesse de mes propos. D'accord? Alors, il faut faire attention, parce que là, on se retrouve dans le milieu spirituel, on va sur Internet, on va dans des livres, on va dans des conférences, on va dans des ateliers, et chacun explique les choses à sa propre sauce. Moi, j'ai ma définition d'un être éveillé, j'ai ma définition d'un maître ascensionné, parce que, bon, vous savez, il existe ce qu'on peut appeler le plan astral, qui est une réalité qui, à nos yeux, est irréel, mais qui est bien là et qui fait partie du plan de l'expérience humaine. Et il y a des êtres qui ont un niveau vibratoire très élevé que nous pouvons considérer à notre niveau comme des êtres éveillés. Par contre, ces êtres éveillés demeurent quand même dans l'astral. Ils sont donc assujettis à certaines lois et à certaines règles et sont à quelque part dans une prison dorée. Ce sont des êtres qui ont une grande expérience de la matière, mais ils ont choisi, pour X raisons, ça leur appartient, de demeurer dans le plan astral et d'aider peut-être l'espèce humaine à évoluer. Ou ils se sont créés simplement un monde idyllique dans l'astral et ils sont très bien dans cette réalité qu'ils ont créée. Ils ne souhaitent pas pour l'instant aller au-delà de ça. Mais il est important de connaître et de savoir que l'astral a été créé pour être dépassé, pour que l'être humain retrouve son pouvoir. Si longtemps qu'on joue au ping-pong et qu'on se promène et qu'on meurt, on va dans l'astral en attente d'un autre corps et que l'on revient et que l'on retourne dans l'astral et que l'on revient, nous ne sommes pas libres. Nous devenons réellement libres à partir du moment où réellement on est libéré de l'astral. Et une fois que l'on est libéré de l'astral, eh bien là, c'est vraiment extraordinaire parce que oui, les voyages spatio-temporels deviennent possibles. Notre réalité, ça devient une réalité à la Star Trek parce qu'on a un niveau de conscience tellement avancé, tellement élevé et au niveau de l'amour, au niveau de la reconnexion au grand tout est tellement puissant qu'on devient, nous, des extraterrestres par rapport à d'autres peuples qui, eux, sont en évolution dans un autre petit système solaire ou comme nous sur une planète. Alors, c'est important de ne pas se mettre comme ça devant des énergies qui viennent de l'astral. C'est important qu'il y ait un dialogue en total respect de part et d'autre. Moi, si je discute avec un être de l'astral, quand ça m'est déjà arrivé, nous sommes comme ça. Je ne le mets pas ici et je ne me mets pas ici. Mais pour qu'il y ait quelque chose de constructif entre les deux, il faut que les deux soient au même niveau. Si moi, je me mets à genoux devant cette entité qui prétendument peut être n'importe qui, puis il peut donner le nom qu'il voudra pour me rassurer. Si moi je me mets en bas, à partir de ce moment-là, je deviens assujetti, je perds mon pouvoir et je deviens quoi? Je cesse d'évoluer. Alors c'est extrêmement important. Oui, on peut avoir un dialogue, mais un dialogue en partenariat d'égal à égal. Parce que ces esprits, ces entités, pour les appeler, puis ne pas mettre de côté négatif du tout à ça, mais ces entités n'ont rien de plus que nous. Si ce n'est d'être dans une réalité parallèle. Et bien au contraire, nous avons plus qu'eux. La meilleure preuve que vous avez de ça, c'est que lorsqu'une personne meurt et qu'elle ne retrouve plus la lumière de l'astral, elle a recours à des médiums sur Terre pour lui dire « Hey, mon ami, la lumière, elle est là. » On est choyé parce qu'on a ce corps matériel qui nous permet de pouvoir vivre
cet état d'éveil. Mais lorsque nous sommes éveillés, bye bye, on ne peut être ici. Et tant mieux. Tant mieux parce que ça suffit à un moment donné. Mais les énergies qui sont dans l'astral savent cela et savent que nous arrivons à la fin des contrats. Pourquoi ils ont été créés? Pourquoi l'astral a été créé? Le but de l'astral était de nous permettre d'évoluer, de grandir. Ils ont mis ce garde-fou pour empêcher les gens d'aller trop vite. Parce que trop de lumière, c'est pas mieux que trop d'ombre. Alors, on a créé le plan astral et nous, durant notre évolution, on se promène entre les deux. Matériel, immatériel, immatériel, immatériel. Jusqu'au jour où on va avoir suffisamment compris c'est quoi la vie. On va avoir suffisamment nettoyé nos impuretés qui sont autant transgénérationnelles que actuelles, que nous n'aurons plus besoin de retourner à l'astral et on va le traverser l'astral. Mais les êtres, les énergies qui sont dans l'astral ont été créés juste comme garde-fous pour nous permettre de ne pas trop aller trop vite. Sauf que à partir du moment où l'être humain devient diplômé de la planète Terre, leur raison d'être n'est plus. Ils n'ont plus besoin d'exister parce qu'on n'a plus besoin de garde-fous. Et ils sentent très lentement la fin de leur existence. Et les êtres qui, à la base, étaient là pour nous aider, certains d'entre eux, au moment où l'on se parle, et tentent plus de nous nourrir que de nous aider parce qu'ils sentent qu'ils sont appelés à disparaître et ils ne veulent plus disparaître. Alors, ils font quoi? Ils nous envoient plein de beaux messages pour éloigner le plus possible l'être humain de sa matérialité. Parce que tant que l'être humain est dans sa matérialité, il n'est pas en danger. Métro, boulot, narco, dodo, il vit, il mange, il se lave, il écoute de la musique, il fait l'amour. Mais à partir du moment où ces énergies ont un petit peu trop de pouvoir sur nous, c'est quoi qui se passe? On s'éloigne de la matérialité. On oublie de manger. Parfois même, on oublie de se laver. Et on se ramasse dans une réalité matérielle qui devient pour nous vraiment ennuyante. Et notre but devient je veux quitter le monde de la matérialité parce que je m'emmerde et je veux retourner dans les hautes sphères spirituelles parce que j'ai une réalité là-bas dans laquelle je suis bien. Et plus ça va, et plus ils maintiennent un certain pouvoir sur nous. Et lorsque nous allons dans ces réalités parallèles qui sont créées de toutes pièces, on nourrit ces réalités de notre énergie et on les empêche de disparaître. Mais le but, à la base, était simplement la création d'une structure pour nous mettre dans une petite bulle et pour que l'on ne soit pas assujetti aux énergies extérieures, pour que l'on puisse évoluer libre de tout conditionnement extérieur. Mais le but était d'évoluer, pas de rester pris sur Terre. D'accord? Alors, on a l'impression qu'on s'élève parce qu'on va vers l'astral, alors qu'en réalité, on s'empêche de pouvoir aller au-delà de l'astral et de retrouver notre pouvoir. Mais ça fait partie du projet, ça fait partie des réalités. Mais c'est inévitable. L'être humain doit retrouver son pouvoir. On arrive à la fin des contrats et on me demandait pour quelle raison en ce moment il y a autant d'êtres humains sur Terre. Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'on arrive à la fin des contrats et comme la cigale et la fourmi, il y a des gens qui ont perdu du temps dans leur vie passée et là, ils sont bousculés. L'âme leur dit « Hey mon ami, si tu veux arriver au bon moment et être prêt, il faut que tu en baves dans ta vie parce qu'il faut que tu prennes les bouchées doubles parce que tu as du temps à reprendre, tu as perdu ton temps. » Alors, c'est pour ça qu'il y a autant d'êtres humains sur Terre, il y a autant de petits bouts d'âme d'incarnés parce qu'ils savent que ça s'en vient et que ceux qui sont prêts, ceux qui vont reprendre le pouvoir et qui vont être affranchis de l'astral, eh bien, ils vont enfin pouvoir être libres. Voilà.
qui nous dit qu'elle aime beaucoup ce que tu dis, Alazira. Eh bien, merci. Merci. Mais pour revenir à un être éveillé, vous savez ce que j'ai découvert dans le milieu spirituel? J'ai découvert un monde rempli de croyances. J'ai découvert une réalité parallèle construite de... Et je me suis rendu compte que j'étais pas nécessairement mieux dans la réalité, dans cette réalité parallèle, que lorsque je faisais mon métro boulot narco-dodo. Parce que moi, j'ai découvert cette réalité et je suis rentré là-dedans, moi, comme un enfant. Tu vois? Et pour moi, quand je suis arrivé dans le milieu spirituel, c'était pour moi, wow, j'entre dans un monde extraordinaire, tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, tout le monde veut le bien-être des autres. Et là, j'ai reçu un beau coup de poing au cul. Un coup de poing au cul, coup de pied à la gueule, peu importe. Un coup de pied au cul parce que je me suis rendu compte que c'était pas la réalité. Et je me suis fait rentrer dedans, mais rentrer dedans, beaucoup plus que lorsque je faisais mon petit métro boulot narco-dodo. Je me suis fait beaucoup plus rentrer dedans dans le milieu spirituel que lorsque je lavais mes toilettes comme concierge. Et là, je me suis dit, bon, ben c'est quoi d'abord? C'est quoi d'abord la vérité? C'est où je dois être alors? Et c'est là que j'ai compris avec le temps et avec certaines souffrances que j'ai traversées que la meilleure place où l'on peut être, c'est ici. On peut passer des dizaines, on peut passer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à se faire initier dans le désert, à se faire initier au Mexique, à aller voir les Mayas, à subir les pires ou les mieux supplices initiatiques en lien avec l'astral et en lien avec le passé de l'humanité. Et vous savez quoi? C'est lorsque vous allez être l'âge vénérable de 75 ans, 80 ans, 85 ans, que assis tranquillement dans votre canapé, que vous allez toucher l'éveil. Ça ne sera même pas dans la grotte au Mexique, avec les plus grands chamans du monde. Pour moi, tout ceci fait partie du passé. Ça a servi l'humanité à l'amener où elle est maintenant. Mais on n'a plus besoin de tout ceci. Pour moi, tout ceci fait partie des musées de l'histoire de l'humanité. Pour moi, tout ceci est une béquille. Ça, c'est pour moi. Et là, je ne veux pas me faire des ennemis. Mais on ne peut pas m'empêcher de penser et d'avoir une certaine... voilà. Pour moi, c'est ça la réalité de ce que je vis. J'ai été initié par un merveilleux chaman qui avait traversé le monde entier, qui avait été en contact avec 63 tribus à travers le monde. Il avait été initié et il était mais d'un niveau mais avancé, mais vous n'avez pas idée. Je veux dire, les sorciers, les guérisseurs de certaines tribus savaient à l'avance qu'il était pour arriver et qu'il était pour guérir l'enfant d'une telle dame. Alors vous pouvez pas imaginer ce que j'ai pu vivre auprès de ce personnage. Moi, j'ai été initié, il fallait que je le sois pour pouvoir en parler aujourd'hui. Alors oui, j'ai été initié, j'ai été dans les sweat lodges, j'ai été dans des tipis, regardez, je ne rejetterai pas mes origines. Regardez à côté de moi, il y a un tipi. D'accord? C'est là que je fais mes méditations. Alors, je ne rejetterai pas mes origines. Moi, je me rappelle d'un épisode où on était tous collés les uns sur les autres dans le tipi. Et le chaman, il s'est mis à faire de la lévitation et on était deux à le tenir par la cheville parce qu'il aurait passé par le trou de la tente. Toutes ces irréalités incroyables, je les ai vécues. Je les ai vécues. Mais imaginez s'il avait fallu que je reste accroché à cette image, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler, mais je serais encore dans l'initiation de l'astral, à essayer de digérer des vieilles informations qui ne sont plus d'actualité.
Vous voyez, imaginez là un chaudron, une grosse marmite. Et cette marmite, elle est là depuis le début de l'humanité. Et elle bout, et elle bout, et elle bout. Et à l'intérieur de ça, vous avez tout ce que vous connaissez en lien avec les croyances de l'humanité. Que ce soit dogme, religieux, peu importe, on met tout ça dans la même marmite. Et elle bout. Et le cerbère de la marmite, celui qui s'occupe de la gestion de la marmite, lorsque son temps est fini, prend la cuillère et la remet au disciple et lui dit maintenant, mon ami, ça va être toi qui vas secouer la soupe. Parce que moi, j'ai terminé, je suis rendu âgé, je me retire. Alors, le nouvel initié arrive et se met à tourner la soupe. Et ça fait ça depuis des générations et des générations. Mais à un moment donné, un initié, un petit débutant, plus éveillé un peu que les autres, et avec plus de questionnements, prend la cuillère, la plante dans la marmite et goûte la soupe. Et soudainement, il se rend compte qu'il n'y a plus de nourriture dedans. Il y a de la nourriture, mais il n'y a plus de nutriments. Ça fait des générations qu'on brasse une soupe qui n'est plus d'actualité. Elle nourrit la mémoire du passé, mais elle ne nourrit pas l'actualité présente d'où on est rendu. Ce que l'on doit maintenant toucher, qui est ça ici. Il n'y a rien de plus simple que de venir. On n'a plus besoin de tout ceci. On n'a plus besoin d'aller au Mexique dans une grotte. On n'a plus besoin d'être initié par les meilleurs initiateurs du monde, les meilleurs sorciers du monde. Encore une fois, j'ouvre une parenthèse, ça m'appartient. Je ferme la parenthèse. Voilà, c'est la fin de la parenthèse et c'est le temps de répondre aux questions, peut-être, je ne sais pas. Alors justement, il y a une question là de Jean-François qui dit « Si je comprends bien, le Christ n'était pas un être éveillé puisqu'il vivait sur terre. » Il faut faire la différence. Bon, encore une fois, c'est quoi le Christ? Premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, au moment où l'on se parle, qui l'a vu, qui lui a parlé, qui a eu des enseignements de lui? Est-ce que vous pouvez, avec une certitude, me dire, oui, le Christ a existé, oui, le Christ a eu des disciples, oui, le Christ a été sur la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, au moment où l'on se parle, qui peut me dire avec certitude? Je ne crois pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé. Et quelle était sa mission de vie? Parce qu'il faut faire attention, il y a des êtres qui sont missionnés aussi pour aider l'humanité, qui apportent un message. Le message du Christ, c'est pas dur, hein? Aimons-nous les uns les autres. C'est un message d'amour, c'est tout. Il y a eu plein d'êtres comme ça qui ont été missionnés, qui sont venus sur Terre. Que ce soit Bouddha, Bodhidharma, Mahomet, peu importe. Alors, d'où ils provenaient? Je ne crois pas que ces êtres provenaient de l'astral. Je pense que ces êtres provenaient d'un niveau supérieur et qu'ils étaient mandatés pour donner un coup de pied au cul à l'humanité. Ah, j'ai pas donné un coup de poing cette fois-ci, j'ai un coup de pied au cul à l'humanité. Maintenant, qui ils étaient, je peux pas vous en parler, j'étais pas là. En tous les cas, si j'étais là, on m'a coupé à la mémoire. Donc, je m'en rappelle pas. Je peux extrapoler, je peux dire n'importe quoi, je peux lire quelque chose dans un livre, vous parler de Jésus, mais est-ce que je peux vous dire avec certitude que ce que je vous dis est vrai? Je ne sais pas. Je parle d'un passé qui n'est plus. Je peux vous parler avec certitude de mes expériences, des informations que j'ai, de l'expérience d'être assis autour de la table avec les créateurs et d'être là avec eux à prendre des décisions importantes. Ça, je peux vous en parler, j'étais là. Mais tout ce qui est en lien avec le passé, je pourrais vous dire n'importe quoi. Vous ne pourrez jamais dire il y a raison ou il y a tort. Alors, le Christ, Jésus. On peut juste croire que tu aurais raison ou tort, mais on ne peut pas effectivement être certain. Ça relève encore de la croyance, mais ça rassure l'être humain. L'être humain a besoin de savoir que la source d'où il vient, elle est parfaite.
Parce qu'il se sent, lui, tellement imparfait et tellement petit dans l'univers. Question, parce que tu nous parlais donc justement, juste avant que ça coupe, du fait qu'il n'y avait plus besoin d'aller être initié par de grands guides ou d'aller justement voyager dans l'astral. Et donc, du coup, il y a besoin de quoi? Reconnexion au cœur. Reconnexion au cœur. C'est aussi simple que ça. Je dis pas qu'il n'y a plus besoin de. Il y a des êtres, il y a des gens qui ont encore besoin de ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont des mémoires. Il faut qu'ils nettoient leur mémoire. Il faut qu'ils se déchargent d'un lien karmique. Et j'aime pas le terme karmique parce que c'est un terme qui appartient au passé encore. On reprend encore le passé et on l'amène ici. Et si on prend karmique, c'est quoi karmique? Ça vient des Indes. Bon, maintenant, les Indes, c'est quoi? Ils ont combien de dieux aux Indes? Ils ont combien de croyances aux Indes? Vous savez, des fois, ça me met un peu en colère. Et je vais vous dire pourquoi. Al-Azira, il est habillé comme tout le monde. OK? Et ce qu'il dit, parfois, c'est pas vraiment intéressant. Tu vois, parce que, bon, c'est Al-Azira. Mais si j'avais la barbe, si j'avais la robe, si je venais des Indes, ah ben là, soudainement, je deviendrais intéressant. Ah, c'est quoi le problème? On a plus d'intérêt à l'image. Je demande aux gens de poser la question parce que si j'en parle, c'est que j'ai eu ce retour souvent. Les gens me regardaient, ouais, mais toi, tu viens pas des Indes. Ouais, mais toi, tu es habillé comme moi. Pourquoi je t'écouterais? Vois au-delà des apparences. Ressens, c'est ça la connexion au cœur. C'est d'être capable de ressentir entre le vrai et le faux. Effectivement. Et il y a Daniel qui demande, donc les channels qui nous transmettent des messages d'être ascensionnés pourraient nous faire passer des messages qui viendraient uniquement de l'astral? Je vais dire une seule chose, parce que je n'entrerai pas dans un terrain trop glissant. Je vais dire une seule chose. Ça fait partie du plan. Mais ces énergies peuvent sacrifier l'individu dans l'intérêt général. Donc, ils vont prendre un médium qui a une ouverture un peu plus grande que les autres pour X raisons, parce qu'il a vécu un choc quand il était plus petit, peu importe. Il y a plein de raisons pourquoi le canal est trop grand ouvert. Et on va faire passer des messages pour la collectivité. Parce que ces énergies, c'est la collectivité. Ce qu'ils veulent, c'est que lorsque le temps sera venu, qu'il y en ait le plus possible qui franchissent le voile. C'est le but. Mais comme je disais, je répète, ils peuvent sacrifier l'individu dans l'intérêt général. Leur intérêt, c'est la masse. Alors maintenant, le channel qui parle d'où il vient, c'est à vous, individuellement, de ressentir. Et ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, c'est par l'expérience. Il n'y a pas d'autre secret que par l'expérience. Mais faites un test un jour, quand vous êtes auprès d'un très, très grand médium, et posez-lui la question à l'énergie qu'il y a derrière, qui transmet des informations, qui transmet des messages d'amour. Demandez-lui quel est son réel travail sur Terre. Qu'est-ce qu'il vient faire réellement sur Terre? Et vous allez avoir une réponse. Mais vous savez, moi, aujourd'hui, j'arrive avec cette information-là. Et il va en avoir d'autres qui vont venir. Bon, tant pis. Je fais peut-être partie de ceux qui vont être lapidés sur la place publique. Ça se peut, je ne sais pas. Je m'étais pourtant dit, je ne parlerai pas de ça. Mais ça fait partie du plan, ça fait partie. Bon, ben écoutez, j'en parle. Mais
Mais tout ceci fait partie de l'expérience, parce que tout ceci vous amène à reprendre votre pouvoir et à faire la distinction entre le vrai et le faux. C'est juste que si vous n'êtes pas capable de savoir qui est au bout du fil, eh bien, raccrochez donc. Puis quand vous serez capable de voir c'est qui est au bout du fil et que vous allez être capable d'avoir une discussion d'égal à égal, eh bien, allez-y. Mais tant que la discussion n'est pas d'égal à égal et que vous n'êtes pas respecté dans votre divinité, pardon pour l'expression, mais on jette le bébé avec l'eau du bain. Hein? Quand on ne sait pas c'est qui est au bout du fil, eh bien, on laisse passer. Donc, merci du coup pour ces belles réponses déjà. J'ai vu qu'il y avait eu d'autres interactions, mais ça avance vite alors. Ah, voilà. Noël qui demande à l'Azira, peux-tu nous parler de ta présence lors des réunions que tu as mentionnées, s'il te plaît? C'est ma partie à moi réalisée qui est là. C'est pas moi qui est dans la matérialité là. C'est important de le comprendre. On existe à plusieurs niveaux. Nous sommes multidimensionnels. Et vous tous, vous toutes qui êtes là en ce moment, avez une partie qui est réalisée. Je fais partie du plan. Ma partie en moi réalisée fait partie du plan. Ma partie en moi fait partie des décisions à prendre. Et j'ai été missionné pour quelque chose. J'ai été missionné pour être ici en ce moment, pour apporter une certaine information, ce que je fais. Je ne peux pas en dire trop, parce que premièrement, c'est personnel à moi. Mais disons que je fais partie de certaines décisions importantes en lien avec l'expérience. Et je dis ceci sous toute réserve, et je dis ceci aucunement de manière égotique, mais je dis la réalité de ce qui est. Si on est dans une soirée et il y a plein de personnes qui ont des métiers différents, et il y en a un qui est là et qui dit « Moi, je suis médecin », eh bien, c'est pas égotique pour lui de dire qu'il est médecin, s'il est réellement médecin. D'accord? Alors, voyez ça un peu comme ça. Je ne peux pas aller trop en avant parce que ça m'est arrivé à un moment donné de donner des informations trop vite. Et c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et de toute façon, il y a des décisions qui se prennent, mais suivant le courant de la conscience ou de l'inconscience collective, on doit toujours réajuster le tir. Alors, autrement dit, il y a toujours une ligne directrice qui est parfaite, qui nous est proposée en tant qu'individu et en tant qu'humanité. Alors, si on est connecté ici et qu'on suit le fil sans résistance, il n'y a pas de souci. En haut, ils n'auront pas besoin d'ajuster de quelque façon que ce soit. Mais comme l'être humain se sent petit et a besoin de contrôler, de toujours contrôler, eh bien, du coup, des fois, il s'aligne sur une voie qui n'est pas nécessairement la meilleure. Et là, en haut, on est obligé de réajuster le tir pour le ramener sur la bonne voie. Sauf qu'à un moment donné, il y a un moment dans le temps, pas dans le temps parce que le temps n'existe pas, mais il y a un moment où c'est la fin. La finalité des contrats, on arrête la machine, on enlève l'huile, on remet de l'huile neuve, on reset et on redémarre un autre processus. Alors, toutes les énergies savent bien que ce moment arrive. C'est pas pour rien que vous entendez beaucoup « ça s'en vient, c'est pour bientôt », ils ont raison. Mais le fait de savoir ça individuellement, en quoi ça vous aide à vous dans votre cheminement personnel, de savoir que ça s'en vient. Ça nous permet de détourner notre attention sur l'extérieur et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de nos baskets. Et du coup, ben, toi, est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller à faire au quotidien, par exemple, qui pourrait nous aider? Soyez dans votre vie, vivez vos rêves et on n'a pas à demander à nos guides quelle est notre mission de vie. C'est quoi notre chemin? Eux, ils sont là en haut, ils tapent du pied.
Puis ils sont là, puis ils nous disent, ben oui, on veut bien t'aider, mais dis-nous, c'est quoi tu veux? Et ensuite, on se met à ton service. Ils sont là, eux, sont là à notre service. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que j'ai expérimenté à un moment donné. Je me suis dirigé vers une voie qui, en réalité, n'aurait peut-être pas été la voie que j'aurais souhaité. C'était pas une voie négative, une voie positive, peu importe. C'était une voie parce que je voulais tester l'univers. Bon, j'ai décidé que je voulais tester pour voir si c'est vrai que j'avais ce libre arbitre de prendre une décision de ce que je voulais faire de ma vie. Et vous savez quoi? J'ai pris cette décision et étonnamment, je me suis mis à rencontrer sur mon chemin des gens vers qui m'aidaient et me guidaient vers cette nouvelle voie que j'avais sélectionnée. Et pourtant, c'était un leurre, parce qu'en réalité, c'est pas ça que je voulais réellement de ma vie, mais je l'ai quand même vu dans la matière que j'avais la maîtrise totale de la gestion de ce que je veux. Maintenant, il y a des contrats et il y a des raisons pourquoi on vient sur Terre. Il y a des êtres qui viennent sur Terre avec un handicap, il y a des gens qui viennent sur Terre qui, à 30 ans, vont se taper une leucémie. Il y a une raison. Ça fait partie d'un contrat, c'est karmique. Et j'aime pas le mot karmique, mais c'est karmique. Maintenant, c'est comment on réagit face à ça, ça nous appartient. Ça nous appartient. Mais il faut comprendre que ça fait partie de notre chemin de vie. Il existe sur le parcours de l'apprenant des moments chocs pour donner un choc dans sa conscience et lui donner un turbo dans son évolution. Sur le plan de la matière, ça peut être un événement qui paraît malheureux, comme ça peut être un événement qui va paraître heureux. Le bien et le mal à certains niveaux n'existent pas. Le bien et le mal existent à notre niveau parce qu'on l'identifie comme étant le bien et comme étant le mal. Pour certains, moi, si je mange une tranche de steak, c'est le mal. Mais pour ces mêmes personnes qui regardent le tigre manger la gazelle, ce n'est pas le mal. Et pourtant, c'est quasiment la même chose. Alors pourquoi d'un côté la réalité elle est bonne et de l'autre côté ce n'est pas bon? Parce que moi j'ai un niveau de conscience, j'ai des émotions et ça devrait me toucher le fait de ne plus manger de viande, je devrais manger des végétaux. Ça encore aux gens. Mais ce que je peux dire, c'est que si mes ancêtres auraient vécu de légumes et de petits fruits, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Parce que les Indiens seraient morts. Parce que lorsqu'il fait moins 25 dehors et qu'il y a 2 mètres de neige, il n'y en a pas de petits fruits. La seule chose que tu peux manger, c'est malheureux, mais c'est de la chair animale. Et pourtant, s'il y a des êtres qui ont une conscience extraordinaire envers la nature, qui ont un respect parfait envers la nature, c'est bien les Indiens. Et pourtant, ils mangent de la viande. Maintenant, c'est un peu plus facile. On vit en société, on s'en va avec notre petit sac bio, on s'en va chercher nos petits légumes bio, on s'en vient à la maison, on fait tourner ça dans la casserole. C'est facilité. Mais si vous vous retrouvez du jour au lendemain, là, avec 2 mètres de neige, là, vous allez avoir faim. Si vous ne mangez pas de viande, si vous partagez pas le repas des Indiens, vous allez mourir. Maintenant, c'est différent. Bon, on vit en société. Mais c'est pas évident parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où l'être humain est même plus capable de subvenir à ses propres besoins. Du jour au lendemain, là, il n'y a plus de nourriture dans les épiceries. Là. On va voir les gens tomber les uns après les autres. C'est incroyable. On a créé une réalité tellement virtuelle qu'on est rendu prisonnier de cette réalité. Si on prend la ville de New York, les gens qui sont dans New York et qui ne sortent pas de New York, pour eux, New York, c'est leur réalité. Et pourtant, si on prend du recul, que ce soit en Amazonie, Papou en Nouvelle-Guinée, qui regarde les New-Yorkais, ils se disent, mais voyons donc, mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans.
Je me rappelle, il y avait des moines taoïstes qui étaient venus à Montréal, au Québec, et ils avaient pris le métro. Mais vous auriez dû les voir dans le métro. Ils étaient complètement perdus. Ils ne comprenaient pas. Mais là, regardez les gens. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à courir? Ils ne comprenaient pas. On s'est créé une réalité parallèle. Mais si tout ça s'effondre, il reste quoi? Eh bien, il va rester les Papous en Nouvelle-Guinée. Voilà. Super. Céline nous demande le symbole derrière toi, au fait. Merkaba, Ubnaku, Kou. Le symbole, c'est le symbole qui m'a été transmis des créateurs. Alors, si vous voulez, je peux prendre un petit peu de temps juste pour expliquer, parce que c'est pas juste un symbole, c'est aussi un outil en tant que tel, un outil de vibration, c'est un outil de communication. Mais oui, il y a plusieurs niveaux de symbolisme à l'intérieur. Alors, si je m'approche du symbole pour vous montrer, alors vous avez ici en haut le point 0. Malheureusement, ma tige, elle est blanche. Alors, bon, le point 0 qui est ici, le point 0 qui est en fait ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est le moment où tout s'arrête, où l'on redémarre la machine et que l'on repart. C'est à ce moment où le cadran se termine. C'est ce que certains pouvaient appeler les 3 jours de noirceur. Bon, ça fait encore partie de croyance, mais c'est le moment où tout peut arriver. D'accord? Donc, le point 0 représente le début, la fin et le début du cadran des cycles. Ici, chacun des traits représente un cycle et chaque cycle a plus ou moins un temps terrestre de 9000 ans. Donc, on calcule 9000 ans fois 12. Donc, un cadran total d'évolution représente environ 100 000 années. Ici, vous voyez le triangle avec la pointe vers le haut qui représente l'énergie masculine, pointe vers le haut. Ensuite de ça, vous avez le triangle pointe vers le bas qui représente l'énergie féminine. Autrement dit, l'énergie masculine représente le socle du Graal. On peut le dire comme ça. C'est la base, c'est ce qui nous rattache à la terre, c'est la solidité, c'est sur quoi on peut s'appuyer. D'accord? Ici, c'est le triangle avec le réceptacle ouvert qui représente l'énergie féminine. C'est la collection, c'est la reconnexion à l'amour. Si on regarde le triangle masculin et le triangle féminin, ça rappelle un peu le sceau de Salomon ou l'étoile de David. Mais la différence de celui-là, c'est que si on prend le sceau de Salomon ou l'étoile de David, vous avez un premier triangle. Ensuite, vous avez un deuxième triangle. Mais vous devez, si vous voulez tracer le sceau, faire un premier trait et faire ensuite un deuxième trait. Donc, ça représente l'énergie masculine et féminine qui va s'unifier, mais elle ne l'est pas encore. Si vous prenez ce sceau, je peux tracer l'énergie féminine et masculine unifiée, c'est-à-dire que je la trace en un seul trait. Je viens ici, ici, ici. Ça signifie que l'énergie féminine et masculine est fusionnée. Donc, c'est, on va dire, au niveau de la conscience, c'est un saut en avant, c'est supérieur. Ici, vous avez la spirale vers le haut et vous avez la spirale vers le bas. La spirale vers le haut représente la descente vibratoire de nos créateurs pour entrer en interrelation, en communication avec nous. Et vous avez la spirale ici en bas qui monte, qui est notre niveau vibratoire à nous qui s'élève pour entrer éventuellement en communication, en interrelation avec nos créateurs. Autrement dit, le but est de éventuellement se retrouver sur un même palier, sur un même niveau. Et encore une fois, pour nous, il n'y a pas de secret. Comment on va arriver à ce niveau vibratoire élevé? C'est en faisant un travail sur soi.
en enlevant des couches et en se nettoyant de nos impuretés. Et le point au centre, ici, qui est le lien et qui est le point de rencontre entre les créateurs et la création, c'est-à-dire nous. Je vais vous expliquer comment on peut élever notre niveau vibratoire. Comme je vous disais, l'important, c'est de vivre nos rêves, de vivre l'expérience humaine et de suivre vraiment ce qui est ici. Ce qui est ici, c'est le chemin le plus simplifié pour vous permettre d'acquérir le plus de potentialité durant cette vie, pour vous libérer le plus possible d'aspérité, de couches lourdes. C'est le chemin parfait, c'est le chemin qui est ici, c'est cette reconnexion ici. Alors, comment ça se passe? Imaginez dans le milieu du cosmos un cœur. Et il est là, ce cœur, et il bat toujours. Et il envoie une vibration parfaite, une vibration d'amour. Il est là, et lui, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est éventuellement traverser toutes nos couches pour venir nous toucher ici. Le grand cœur souhaite retrouver sa partie manquante, qui est notre petit cœur à nous. Mais à travers les générations, c'est amassé certaines blessures, certaines couches, et on traîne tout ceci avec nous. Parce que dites-vous bien que si vous ne nettoyez pas dans l'instant ce que vous avez, vous, à nettoyer, vous allez le transmettre à vos générations suivantes. Alors, éventuellement, il va falloir qu'il y en ait un dans la lignée qui fasse le travail. Parce que là, on ne s'en sort pas, là. OK? Donc, avec le temps, vous prenez conscience de certaines choses. Dites, ah, regardons, il m'a dit telle chose, cette personne m'a dit telle chose et ça m'a touché, ça m'a fait mal. Et là, éventuellement, vous tournez votre miroir comme ça, vous vous regardez. Soudainement, vous arrêtez de rejeter la faute sur l'extérieur et vous commencez à prendre vos responsabilités. Et le vous inclut moi. Et là, à partir du moment où on commence à prendre nos responsabilités, et là, on se commence à entrer en soi et on commence à s'auto-analyser, à voir ce qui ne va pas en nous et à commencer à se questionner. Bon, il m'a dit ça, pourquoi que ça m'a touché, pourquoi ça m'a blessé? Et puis là, on commence à ressentir. Bon, c'est tout le travail de nettoyage des blessures, de tout ce que vous voudrez. Et à chaque fois qu'on enlève une couche, ce cœur qui bat, toujours, s'approche de plus en plus de nous. Parce que nous élevons nos vibrations de plus en plus, parce qu'on se nettoie, on se purifie et on se guérit de plus en plus. Et pendant qu'on fait ce processus, notre corps physique se transforme. On est en train de se créer un nouveau corps éthérique qui va nous permettre éventuellement de composer et d'intégrer en totalité cette vibration qui veut descendre. Parce que là, s'il n'y avait pas toutes les couches et cette vibration venait nous toucher immédiatement, on n'est pas prêt. C'est trop de lumière, c'est trop de puissance, c'est trop fort. On serait consumé, on exploserait. Et bon, c'est une vision très matérielle, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, toutes ces couches que l'on a amassées avec le temps, en quelque sorte, nous protègent. Mais au fil de notre cheminement, on enlève des couches et on enlève des couches. Et on commence à savoir de plus en plus c'est quoi la vie. On commence à comprendre des choses. On commence à voir, ah, cette personne réagit comme ça parce que ça l'a touché pour telle et telle raison. On commence à moins en vouloir à l'extérieur et à plus comprendre pourquoi que ça arrive, pourquoi c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a tourné le miroir vers soi. Et à un moment donné, un petit miracle se produit et ce cœur qui bat arrive à traverser toutes les couches qui restent infimes et vient nous toucher. Pah! Et on a connu l'éveil. On a connu l'état d'éveil. Mais on ne peut pas contenir en totalité et en permanence cette énergie, comme je vous ai dit. Donc, ça vient juste venu nous toucher un petit peu. Mais durant ce moment, on s'est juste senti bien. On a tout compris. On savait que tout était parfait. On ne souffrait plus de nos émotions. On était juste bien.
On n'avait plus de questions parce qu'on baignait dans les réponses. Sauf que, pouf, ça repart. Et comment se fait-il que j'ai vécu un état d'éveil, mais que je ne suis pas un être éveillé? Eh bien, imaginez la réalité. OK, je vis cet état d'éveil qui est extraordinaire. Bon, je reviens dans le milieu, dans le matériel, et je suis bien, bon, je plane, je flotte. Je prends ma voiture et soudainement, il y a quelqu'un qui me coupe et wow, mon matériel revient, hein, la colère humaine revient. Hein. Alors, si vous croyez, tant mieux si vous êtes capable de tout gérer. Hein. Si vous avez cette capacité de tout gérer, vous savez, si vous voulez faire un réel travail sur vous, allez pas passer 50 ans dans un monastère. C'est simple dans un monastère, c'est facile. Il n'y a pas personne qui vous engueule dans un monastère. Tout va bien dans un monastère. On peut juste méditer si on veut dans un monastère. Mais mettez-vous en plein milieu de la ville de New York et vous allez voir qu'on va vous faire chier, mais royalement. Et là, ça va travailler fort. Alors des fois, la réalité parallèle d'une réalité qui n'est pas réelle est quand même bonne pour notre cycle d'évolution. Mais toutes ces couches, éventuellement, ne seront plus là. Et cette énergie va entrer et elle va rester de plus en plus longtemps en nous. Et tout le temps qu'elle est là, qu'elle reste en nous, elle nous transforme. Elle est en train de modifier notre structure génétique pour éventuellement devenir complètement en soi et s'intégrer en totalité. Et à partir du moment où elle est intégrée en réalité, on devient éveillé et on n'a plus à être sur Terre. De toute façon, la Terre ne peut plus nous soutenir parce qu'elle n'est pas apte. Elle a quand même un niveau vibratoire qui est quand même élevé au niveau de la planète. Mais là, on parle d'un niveau vibratoire beaucoup plus élevé. C'est même plus dans la matérialité que l'on connaît. Ça demeure quand même, il y a quand même un véhicule parce que ça prend un véhicule pour exprimer la beauté de la source. Mais le véhicule est beaucoup plus éthéré. Ce n'est plus la grosse matérialité dense telle qu'on la conçoit. Et on a une maîtrise beaucoup plus grande sur notre matériel, sur notre véhicule. La différence d'un véhicule de lumière, d'un véhicule éthérique comparé à un véhicule matériel, c'est que le véhicule matériel, à un moment donné, t'as pas le choix. Il est appelé à mourir et à être récupéré et à nourrir le sol. Alors qu'un véhicule éthérique, eh bien, vous allez avoir cette capacité de pouvoir régénérer vos molécules. Mais ça prend malgré tout un véhicule pour exprimer la beauté de la source à l'extérieur de la source. Mais le jour où il y a un retour qui est permis à la source, eh bien, vous allez avoir le choix. Soit vous dites, je souhaite retourner à la source, mais perdre mon identité en tant qu'individu, ou je reste dans mon individualité et je vis et j'exprime la beauté d'où je viens, donc de la source. Donc, plus il y a d'évolution et plus le monde qui nous entoure est parfait et il est beau. Parce que plus ça avance et plus il est en accord avec la perfection de la source. C'est quoi le but de l'évolution? C'est de toujours s'en aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus parfait. Autrement, ça sert à quoi? Si on se met à régresser, on n'a plus raison d'être. C'est une des lois, c'est une des règles dans l'humanité. Tant qu'un peuple soutient l'évolution, il a sa raison d'être. Mais à partir du moment où il ne soutient plus l'évolution, il n'a plus à être. Et du coup, je me demandais si les ateliers de yoga évolutif que tu vas nous proposer, ça pouvait justement nous aider avec toutes ces couches, avec notre corps éthérique, avec tout ce dont tu viens de parler là. En fait, le yoga, ce qu'on appelle évolutif, Alasira yoga évolutif, c'est déjà, il faut connaître mon passé, OK? J'ai été fasciné dès la minute où j'ai vu Bruce Lee donner un coup de pied. J'ai été fasciné. Il y a quelque chose qui est venu me toucher à l'intérieur de moi et j'ai dit, au-delà de ce coup de pied, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui s'y cache et j'ai besoin de voir. J'ai besoin de toucher. Il faut que je sente c'est quoi qu'il y a là.
Et là, mon intérêt a commencé à grandir pour les arts martiaux. Et bon, ben, à l'époque, j'habitais dans un petit village, alors ça a été une petite école de quartier. Bon, mais malgré tout, je progressais à travers les revues, à travers les émissions de télé, même si on n'avait pas Internet à l'époque. C'était extrêmement difficile d'avoir des informations. Alors, malgré tout, j'arrivais à me nourrir un peu. Mais j'étais vraiment un chercheur dans l'art martial. Non, je voulais pas simplement pratiquer l'art martial, mais je voulais comprendre tous les mécanismes de l'art martial, comment fonctionnait l'énergie du corps humain, pourquoi lorsque je pliais le bras d'une telle façon, ça faisait mal, pourquoi l'énergie qu'il y avait à l'intérieur de moi, je pouvais l'utiliser pour guérir et je pouvais aussi l'utiliser pour détruire. Comment ça se faisait que cette énergie, elle était là en moi? Et alors, j'ai vraiment étudié énormément tous les mécanismes pour savoir, mais j'avais cette fascination, seulement je ne savais pas d'où elle partait. J'arrivais pas à trouver le point d'origine mais c'était plus fort que moi. J'étais poussé par une énergie qui je ne pouvais pas faire autrement que d'y aller. Et étonnamment, c'est incroyable parce que mon premier professeur, écoutez, c'est fou parce que j'allais faire des séminaires, des cours d'un week-end chez lui et on touchait déjà. Et lui, à ce moment-là, et là on parle, j'avais 17 ans et j'en ai aujourd'hui 51. Et à ce moment-là, déjà, il y avait un tableau et il me parlait de l'astral. Il me disait, voilà les couches de l'astral, voilà comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, j'en avais, mais alors aucun intérêt. Moi, ce que je voulais, c'était frapper fort dans un sac de boxe. Mais j'écoutais quand même. Et j'étais assis avec la classe et j'écoutais quand même. Mais avec le temps, ça s'est de plus en plus défini. Et un peu comme Obélix, eh ben, sans le savoir, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Et donc, je me suis mis à chercher. Et là, j'ai été de professeur en professeur et d'art martial en art martial. Et ça m'a amené à côtoyer l'étudiant et ami de Bruce Lee, qui est Dan Innocento. Si vous allez sur mon site web, vous allez voir, il y a des diplômes, il y a des photos avec lui, il n'y a pas de souci. Et ça m'a amené vers l'art martial du sud-est de l'Asie, qui était le silat, le pencak silat, l'escrime, en tout cas, peu importe, c'est pas important. Mais dans cet art martial, j'ai appris le principe masculin et le principe féminin. Mais à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi je l'apprenais. C'est juste maintenant que ça se définit. C'était pour éventuellement recevoir et créer dans la matière cette nouvelle forme d'art qui est le yoga évolutif. Pourquoi yoga évolutif? Parce que c'est un yoga qui est actualisé et qui est fait pour l'instant présent. Il n'est pas en lien avec le passé et avec les origines ou avec des croyances passées. Je vais vous parler de mon expérience. Il y a 2 ans, je voulais yoga. Encore une fois, pourquoi je ne savais pas, mais je voulais savoir c'est quoi le yoga. Alors, je commence une formation de professeur pour le yoga Kundalini. Et là, je commence là-dedans et wow! Mais j'avais vraiment un plaisir fou. C'était vraiment le fun parce que j'apprenais plein de techniques et tout. Et là, on me parlait des Indes. On me parlait d'Ashti, pas d'Ashti, ça n'a aucun rapport. On me parlait des divinités. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait plein de divinités, tout ce que vous voulez. Et là, je me suis dit, mais là, je suis en train, moi, d'apprendre carrément une nouvelle religion. Je me suis assis, j'ai pris du recul et je me suis dit, mes parents ont fait mer et monde pour essayer de se libérer de la religion catholique et moi, avec ce besoin d'exotisme, je suis en train d'apprendre une nouvelle religion, un nouveau dogme avec des dieux et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais là, je parle de mon expérience. Je me suis dit, mon but est justement de me libérer de tout ça. Et là, je suis en train de m'inculquer une toute autre croyance. Et là, j'étais en train d'organiser un voyage aux Indes pour aller rencontrer un gourou,
J'ai dit, et à un moment donné, j'ai dit, non, non, hey, arrête, là. Tu te perds, mon ami, là. Tu n'es plus dans ta voie, là. Alors, pour parler du Al-Hazira Yoga évolutif, c'est vraiment en lien avec l'instant présent. Regarde, en fait, il y a des exercices qui nous permettent de faire un voyage dans notre passé intergénérationnel. Pas intergénérationnel, en tout cas, dans le passé, dans le passé du passé, dans tout ce qui est évolutif, suivant le courant de notre lignée. On prend un exercice en particulier, on va faire par exemple, durant cet exercice, 12 inspirations. Chacune des inspirations représente une vie. Notre plan d'évolution. Alors, je suis là et comme un cadran, je fais 12 inspirations. Et à un moment donné, lorsque j'ai un bon ressenti et que j'ai vraiment intégré l'art, eh bien, je vais sentir que 1, 2, 3, 4, quatrième génération en arrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Je traîne un boulet qui est en lien avec la quatrième génération. Et là, je refais des tests. Oh, oui, il y a quelque chose au numéro 4 qui me bloque. Et là, on va faire un travail de décontamination en lien avec la quatrième génération pour faire en sorte que ce boulet, on ne soit plus obligé de le traîner. La création de cet art a été faite en partenariat avec les énergies créatrices, les énergies qui sont à la base de notre création et mon expérience dans l'art martial. Autrement dit, on m'a transmis la vibration, l'énergie, et j'ai transposé cette énergie en geste, en exercice, pour créer cet art. On doit savoir, lorsque les créateurs créent l'être humain, et maintenant, bon, il faut croire. Et c'est pas personnellement, c'est pas du delà de la croyance parce que j'ai vécu, j'ai ressenti, je les ai vus, j'étais avec eux et j'étais, comme je disais, à la table. Mais bon, les créateurs savaient éventuellement qu'ils devaient avoir une reconnexion entre les créateurs et la création. Lorsque le cycle d'évolution était terminé par rapport à l'humanité, on devrait retourner à nos origines, donc nos créateurs. Lorsque les créateurs ont créé l'espèce humaine, ils ont comme mis à chaque être humain une espèce de mémoire de toutes ces œuvres qu'il a vécues dans son passé depuis peut-être la race adamique. Alors, à quelque part, on a dans notre mémoire qui est là de tout ce que l'on a vécu. Ce que les créateurs nous proposent, c'est la possibilité de faire à travers cet exercice un saut quantique. Ce que je veux dire, le temps existe dans notre réalité, mais à leur réalité, le temps n'existe pas. Donc, ils sont tout à fait en mesure de retourner dans notre passé et de voir là où il s'est installé un boulet à notre cheville. Et comme, entre guillemets, ça presse et qu'ils veulent aider le plus d'êtres à évoluer rapidement pour qu'il y en ait le plus possible qui traversent le voile le moment venu, il nous offre la possibilité de nous libérer de ce boulet. Ça nous permettrait de faire un saut quantique. Maintenant, on a le libre arbitre. Notre âme a le libre arbitre de dire oui, j'accepte cette aide ou non, parce que j'ai décidé de me débarrasser de ce boulet par moi-même. Parce que pour X raisons. Il peut y avoir autant de raisons qu'il y a d'individus sur Terre. Parce que ça fait partie des règles, ils doivent respecter notre libre arbitre. Donc, ils nous tendent la main, mais c'est à nous de décider on est OK ou on n'est pas OK. Donc, ce yoga nous permet de, lorsque, par exemple, j'arrive à la 4e génération et que je sens qu'il y a quelque chose, eh bien, je fais appel et on voit s'il y a possibilité d'avoir de l'aide.
autrement, il y a tout un processus qui nous amène dans un état particulier et qui nous permet de toucher ce boulet et nous permet d'aller au-delà. Il y a un mot un peu plus mathématique, de le transformer et de s'en libérer. Alors, c'est à ça que sert ce yoga. J'ai pris le terme de yoga, malgré tout, même si c'est en lien avec le passé, parce que ça prend quand même un outil de référence, je veux dire. Et quand je dis yoga, eh bien, au moins les gens se font une idée. Parce que oui, ça peut ressembler à un yoga. Les exercices peuvent ressembler à un yoga. Alors, du coup, j'ai dit, bon, ben, OK, c'est en accord pour le terme yoga. Peut-être qu'éventuellement, dans l'évolution, le terme changera, mais pour l'instant, c'est yoga. Que vous avez vu, vous avez le bouton pour accéder à l'atelier en ligne que nous propose Al-Azira ce soir, qui aura lieu le 29 janvier. Alors bien sûr, si jamais le 29 janvier vous n'étiez pas disponible, pas de panique, vous aurez accès au replay, bien entendu. C'est l'intérêt justement d'être en ligne. Donc maintenant... Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est très important. On se le fait souvent rappeler, mais c'est important que je le dise quand même. Il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que si vous il faut que vous preniez en main. Autrement dit, c'est beau de faire les exercices, mais il faut les faire suffisamment pour qu'on ressente vraiment une transformation en nous. Vous savez, la fameuse maxime chinoise qui est verse un seau d'eau sur une pierre une fois par semaine et tu ne traverseras jamais la pierre. Mais mets une goutte à la seconde, éventuellement, tu vas traverser la pierre. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est par notre puissance, notre force à se mettre dans l'action qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, maintenant, c'est à vous de décider, comme je disais tout à l'heure, si vous avez envie d'aller plus loin, comme Margarita qui nous dit « Waouh !» et Séverine qui nous dit « Je me sens appelée comme co-créatrice ». Et Chan nous dit « On pourrait dire Gaïo en référence à Gaïa et à l'envers de yoga ». C'est joli. Oui, oui. Et important, moi, je ne veux pas toucher personne négativement. Alors, ce que je fais, je vous parle de mes expériences, je parle de mes choses. Alors, c'est extrêmement important que les gens ne prennent rien personnel. D'accord? Prenez du recul, vous écoutez ce que je dis. C'est intéressant, c'est pas intéressant. Il n'y en a pas de problème. Mais c'est important de ne rien prendre personnellement. D'accord? Mon but, c'est d'être heureux et d'aider les gens à voir plus clair. C'est tout. Et alors, du coup, est-ce que vous avez des questions concernant cet atelier, concernant ce yoga évolutif d'Al-Azira? Viviane nous dit « Ok pour l'aide et transmuter mes boulets pour me libérer. Enfin, ça va. » Tu as raison, Viviane, et j'espère que vous avez tous les mêmes idées que Viviane, parce que là, c'est une super occasion encore qu'on vous propose à l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous avez pu entendre depuis tout à l'heure le parcours d'Al-Azira, ainsi que, on va dire, ses points de vue, ses façons de voir les choses. Je pense que si vous êtes encore là avec nous en train de nous écouter, c'est que ça vous a touché, ça vous a appelé, comme nous disait Séverine. Oui, c'est intéressant, voilà, nous dit Chan. Et donc, bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action, puisque c'est effectivement, on est dans la matière. Donc, sans action, ça va pas bouger quand même non plus. Donc, passez à l'action, cliquez sur le bouton. Et on se retrouve. Tu me permets de rajouter quelque chose? Bien sûr. Dernière petite chose. À partir du moment que vous dites OK, vous êtes engagé. Alors, on ne revient pas à l'arrière. Autrement dit, on peut faire des erreurs. On peut faire des conneries dans notre vie. Mais à partir du moment où on a pris conscience de l'erreur, ne faites plus la même erreur. Parce qu'on va venir vous taper les fesses. Vous savez. Avant, c'était correct. Vous aviez toutes les excuses inimaginables. Vous ne saviez pas. Mais maintenant, vous savez. Alors, ne faites plus de conneries.
Et si je vous parle, parce que dans ma vie, c'est comme ça. Alors, si à un moment donné, je me désaligne, on me ramène très, très vite dans l'alignement. Tu vois? Parce que maintenant, je sais. Alors, il n'y a plus de conneries à faire. C'est juste ça. C'est juste ça que je voulais rajouter. Là, en fait, vous avez l'occasion de passer de l'incompétence inconsciente à la compétence inconsciente. Là, ce soir, vous avez passé, c'est les 4 cadrans, je ne sais pas si vous connaissez. Vous étiez dans l'incompétence inconsciente, vous ne saviez pas qu'une telle discipline existait. Vous venez de passer dans le cadran de l'incompétence consciente. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que ça n'existe pas, que ça existe, pardon, mais vous ne savez pas encore le faire. Avec l'atelier, vous allez pouvoir passer un cap après qui est la compétence consciente, donc vous allez apprendre, et à la fin, au bout d'un moment, à force de pratiquer, vous serez dans la compétence inconsciente. Le truc qu'on fait machinalement sans plus y réfléchir. Voilà, voilà, donc vous avez une super occasion aujourd'hui d'évoluer, n'est-ce pas? Et il y a d'ailleurs une question de Shan qui dit « Je me demande si je pourrais savoir si je sens un blocage. » Je me demande si je pourrais savoir si Elle a est-ce qu'elle peur, peut. je pense qu'elle a peur de ne pas sentir, quand tu faisais l'exemple là, 1, 2, 3, 4, hop, tu sentais un blocage. Elle a peur de ne rien ressentir, en fait, de ne pas Ouais, mais ressentir ça, ces blocages. ouais, mais déjà, il faut qu'elle traverse la peur. Puis elle va se rendre compte que derrière la peur n'était rien, elle tenait à rien. Parce que souvent, on est mu par des peurs et on prend des décisions dans nos vies par nos peurs. Et à partir du jour où on décide de traverser la peur, on se dit, mais merde, c'était juste ça. C'était juste ça. Alors, il n'y a aucun souci. Elle va ressentir, mais pour ressentir, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret. Mes professeurs d'arts martiaux me disaient toujours la même chose. Pratique, pratique, pratique. Et c'est pas juste là-dedans. C'est autant dans la musique, parce que je suis auteur, compositeur, interprète, j'ai fait un album. C'est autant dans la musique, que ce soit dans l'art martial, que ce soit le yoga, peu importe, dans la peinture, peu importe. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de secret miracle, c'est par la pratique. Et j'aimerais vous dire, il n'y en a pas d'autres. Et Catine nous demande comment sait-on que l'on s'est libéré d'un boulet? On se sent plus léger, on sent une joie qui nous traverse, et ce cœur qui est là s'est rapproché de nous. On se sent plus apte de gérer sa vie, on se sent plus en paix, on se sent plus solide sur ses pieds, et on se sent plus solide à assumer ce qui s'en vient dans notre vie et à prendre des décisions importantes dans notre vie. On reprend petit à petit notre pouvoir. Waouh, super. Alors Séverine nous dit qu'elle commence un travail sur l'inconscient avec un hypnothérapeute pour comprendre ses blessures intérieures. Est-ce que alors après c'est moi qui poursuis. Est-ce que le yoga évolutif, là, l'atelier du 29 janvier, va pouvoir l'aider à apporter un complément intéressant au travail de Séverine? C'est certain que ça va apporter un complément, c'est sûr. Mais comme je disais, il n'y a pas, il y a pas de miracle. C'est le résultat de travail que l'on fait pour soi, sur soi. Mais l'être humain, là, dans l'instant, au moment où l'humanité, elle est rendue, n'a plus d'excuses pour ne pas avancer. Avant, il y en avait des excuses. On était pris par la religion, on était pris par les croyances, on était pris par tout ce que vous voudrez. Maintenant, là, juste à travers Internet, on a des milliers d'outils qui nous sont proposés. On a des coachs de vie, on a des guides, on a des stages, on a des livres. On n'a plus de raison pour ne pas faire le travail. Tout part de quoi? Tout part d'une décision. On a-tu ras-le-bol de se faire mener par le bout du nez? On a-tu enfin envie de prendre les rênes de notre vie et de faire ce que l'on veut de notre vie? C'est une décision. Donc vous n'avez plus qu'à prendre effectivement la décision. Cliquez sur le bouton je découvre le programme d'Alazira et de nous rejoindre, que ce soit en direct
ou en replay pour le super atelier de yoga Kundalini. Yoga Kundalini, n'importe quoi moi. Évolutif. Pas de souci. C'était le yoga évolutif, pardon, d'Al-Azira. Je vais y arriver, c'est que ça sent la fin. Hein. Donc Gilles pose une question. Est-ce que les exercices sont simples à faire, même pour ceux qui ont des problèmes physiques? Tout à fait. Ça peut se faire. Les premiers exercices que je vais montrer, tous les exercices pratiquement que je montre, hormis quelques exceptions, vous pouvez les faire assis sur une chaise. Vous pouvez avoir un handicap et il n'y a pas de souci. C'est certain que bon, ben vous avez des mouvements à faire qui vont être statiques et parfois dynamiques, dépendant. Parce que vous allez ressentir, par exemple, à la 4e génération, comme je disais, qu'il y a un blocage. Mais ce blocage, il est là. Si c'est la 4e génération, eh bien, il s'est incrusté. Il est solide et il maintient. Alors, parfois, on a besoin d'un choc, d'amener de frapper quelque chose, d'apporter quelque chose de solide, une résistance pour décoller un peu la glace de sur le balcon. OK? Parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est là, qu'elle est incrustée et qu'elle a presque pris fusion avec. Alors, des fois, on a besoin de créer un choc pour la décoller. Alors, ça va. Mais oui, pratiquement tout le monde est capable de le faire. C'est parce que c'est un art qui s'adapte à l'individu et non l'individu qui est obligé de s'adapter à l'art. C'est très différent. Et c'est ça que j'ai appris dans les arts martiaux. Et ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai créé beaucoup de blessures que je traîne encore aujourd'hui parce que j'obligeais mon corps à s'adapter à un art qui n'était pas fait pour ma constitution physique. Alors, j'ai forcé. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse qui devait être fait. Je devais plutôt prendre un art et l'adapter, l'art à qui j'étais. Mais des fois, ça prend des années avant de comprendre ça. Je crois que ça a dû répondre un peu à la question de Chan qui dit il consiste en quoi exactement ce programme? Ouais. C'est certain que c'est la base. On se comprend que ça va être la base. Mais je vais quand même donner suffisamment d'exercices pour que vous puissiez ensuite évoluer par vous-même chez vous. Mais comme je disais, il n'y a pas de miracle. Il faut le faire. Et il faut répéter. Et à un moment donné, on ressent les bienfaits. Eh bien, écoute, c'est super. Moi, j'ai hâte d'être au 29 janvier, parce que j'aurai le plaisir de t'assister pour le côté technique. Donc, c'est merveilleux. Je te remercie beaucoup pour ce magnifique moment qu'on a passé tous ensemble, pour toutes les informations, pour tous les partages que tu as bien voulu faire avec nous. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir été là. Voilà, ça y est, vous pouvez le dire, j'y étais jusqu'au bout. Eh ben, merci Stéphanie de m'avoir donné cette possibilité de pouvoir transmettre les informations. Alors, je répète encore, je parle de mes expériences, je parle de mon vécu. Ce n'est pas en lien avec des croyances, c'est vraiment mon vécu. Et ce que je souhaite, c'est aider les gens dans leur processus, dans leur cheminement d'évolution. On peut être en accord avec ce que je dis, on peut ne pas être en accord avec ce que je dis. C'est ce qui fait la beauté de ce monde. Parce que si on était tous pareils, ça serait vraiment ennuyeux. Alors, merci. Merci de m'avoir reçu. Merci des gens qui se sont présentés pour l'interview et au plaisir de se voir pour l'Al-Azira Yoga Évolutif. Exactement. Au grand plaisir. Tu as une pluie de merci qui arrive dans le chat. Donc, merci à tous. Excellente fin de soirée. À très bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et surtout, rendez-vous le mardi 29 janvier pour le direct. Merci tout le monde. Bonsoir.